Ma famille abusive veut s'emparer de ma maison pour la donner à mon frère, alors qu'elle m'a mis à la porte. Je suis un homme célibataire d'une trentaine d'années. Mon frère a 29 ans, et il a déjà 4 enfants. Son premier est né quand il avait 22 ans, le second 1 an plus tard, puis le troisième 2 ans après, et le quatrième est né il y a seulement quelques mois. Sa femme, ma belle-sœur, que j'appellerai BS, et moi ne nous entendons pas, car elle cherche toujours à se montrer supérieure, puis devient une reine du mélodrame, se posant en victime dès que je réplique. Elle peut se mettre à pleurer d'un coup et jouer la comédie de façon très convaincante pour obtenir de la sympathie de presque tout le monde. Mes parents et mon frère l'adorent, même s'ils savent pertinemment quel genre de personne elle est, ils n'en ont simplement rien à faire. C'est vrai qu'elle est jolie, je le reconnais, mais elle est si infecte que je ne pourrai jamais en être attiré. Elle refuse également d'occuper le moindre emploi, alors même qu'elle a un diplôme universitaire, et ma mère garde volontiers les enfants toute la journée. Du coup, leurs finances dépendent entièrement de mon frère. Cela signifie aussi qu'ils n'ont pas les moyens de déménager ailleurs que chez mes parents. Résultat, tout ce beau monde est entassé sous un même toit, dans une maison de 3 chambres construite dans les années 1960, sans aucune intimité. En grandissant, mon frère cadet a aussi développé un complexe de supériorité, car on me punissait systématiquement si je répliquais à ses bêtises. Il est évident que mes parents l'aimaient beaucoup plus que moi. Il avait la plus grande part de tout, sauf quand d'autres gens étaient présents et le remarquaient, ce qui arrivait de temps à autre. C'est sans doute pour ça que mes parents ont déménagé à environ 240 km du reste de la famille quand j'étais jeune, pour ne les voir qu'aux grandes occasions. Mon frère, lui, est devenu violent à plusieurs reprises, s'est mis à flirter lourdement avec ma première copine jusqu'à ce qu'elle rompe avec moi, et il se moquait de tous mes malheurs. Mes parents me disaient juste d'encaisser. J'avais droit à un semblant d'égalité seulement quand ils voulaient sauver les apparences. J'avoue que c'était assez drôle de voir leur tête quand ils devaient me traiter équitablement à Noël ou pour les anniversaires, parce que d'autres membres de la famille nous observaient. Mais en privé, ils me menaçaient de me confisquer toutes mes affaires si je parlais. Ça les a même rendus heureux quand j'ai eu mes 18 ans et que j'ai quitté la maison, car ils n'avaient plus à s'occuper de moi. J'étais encore lycéen quand je suis parti, mais j'ai préféré aller d'un canapé à l'autre plutôt que de vivre avec eux. J'ai donc eu très peu de contact avec eux depuis. Ils ne sont même pas venus à ma remise de diplôme, et ça ne m'a pas manqué. Depuis, je ne vois généralement mes parents et mon frère que pendant les fêtes, comme le reste de la famille. Le début de la pandémie en 2020 m'a malmené, j'ai perdu mon travail, et je n'ai pas pu renouveler le bail du condo que je partageais avec un colocataire, lui aussi au chômage. Le condo était trop cher pour qu'on puisse payer avec les seules indemnités chômage. À l'expiration du bail, mon coloc est parti s'installer chez de la famille, et j'ai dû vendre pratiquement toutes mes affaires, parce que j'allais être sans logement si je ne réduisais pas drastiquement mes possessions. Je n'aurais jamais dû louer un logement si cher, mais j'ai voulu me la jouer gros train de vie, jusqu'à ce que le tapis me glisse sous les pieds. J'ai compris que j'aurais mieux fait d'habiter dans un endroit moins cher pour économiser de l'argent. J'avais toutefois un plan. Je possède un pick-up, j'ai toujours aimé ça, et j'ai trouvé une cellule campeur, caravane de benne, à 1000 $ en bon état à installer à l'arrière de mon pick-up, pour y vivre quelque temps. Ça devait être temporaire, mais j'y ai passé beaucoup plus de temps que prévu. Au début, j'ai voulu vivre dans ma cellule campeur garée dans l'allée de mes parents, là où mon frère et sa famille habitent toujours, mais mes parents ont refusé. Ils ont dit qu'il n'y avait plus de place, et on n'était pas en bons termes depuis près de 10 ans. Ils ont proposé de me louer l'emplacement de stationnement à un prix équivalent à un loyer d'appartement de la région. Une somme astronomique, d'autant plus que j'étais au chômage et que je voulais économiser un maximum jusqu'à retrouver un travail. Autant prendre un studio. Ils ont jugé ma cellule campeur affreuse, et m'ont dit de dégager, puisque nous ne trouvions pas de terrain d'entente. Ma BS trouvait la situation hilarante, et elle et mon frère m'ont traité de clochard. La première nuit, j'ai garé le pick-up campeur sur un parking de supermarché, terrorisé à l'idée que quelqu'un cherche à cambrioler l'habitacle. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je ne pouvais aller nulle part d'autre. Certains membres de la famille possédant des maisons habitaient trop loin, et la plupart de mes amis vivaient eux-mêmes en appartement. Moi, j'étais trop attaché à la région pour partir. J'ai fait réacheminer mon courrier chez un ami, c'était le seul moyen de continuer à recevoir du courrier. Trouver un emplacement stable pour garer le camion n'était pas simple. J'ai dû chercher un travail dans la ville voisine, équivalent à mon ancien emploi. J'ai vécu ce nomadisme plusieurs mois, au milieu des toxicomanes, des mendiants et des menaces de riverains. Une fois, on m'a même sorti un baratin de « syndic de copropriété », HOA, alors que je n'étais pas du tout garé devant des habitations. Comme cette personne est devenue agressive, j'ai préféré partir pour éviter de plus gros ennuis. Pour l'électricité, je m'arrangeais avec une longue rallonge à brancher sur une prise extérieure, pour recharger les batteries du campeur. Oui, ce n'est pas super honnête, mais je n'avais pas le choix si je voulais que le réfrigérateur continue de fonctionner. J'avais un sac solaire pour recharger mon téléphone, mais pas de groupe électrogène,
ce qui aurait nécessité du carburant et fait du bruit. Finalement, après des mois à vivre ainsi, j'ai enfin trouvé du travail. J'ai dû déménager dans la ville voisine pour un poste qui n'était pas dans la vente. J'ai juré de ne plus jamais travailler dans la vente après l'avoir fait pendant mes études, mais j'ai failli briser ce serment par désespoir. Étant toujours au chômage jusqu'à ce nouveau job, j'étais motivé à bosser dès que possible, ne serait-ce que pour rompre l'ennui. Je n'allais pas rester sans emploi en attendant la fin de mes allocations. Mon nouveau patron, propriétaire de l'entreprise, a trouvé ça plutôt avantageux que je vive sur le parking, car j'étais ainsi disponible quasiment en permanence, du moment que j'avais assez dormi. Il m'a autorisé à laisser la cellule à un emplacement isolé derrière l'entrepôt pour pouvoir utiliser mon pick-up la journée. Je ne sais pas si c'était vraiment légal, mais personne ne nous a posé de questions. Je n'ai pas eu à affronter beaucoup de gens là-bas, hormis quelques intrus que les vigiles ont vite chassés. J'y travaillais presque tous les jours, avec d'innombrables heures supplémentaires. Mon patron me laissait même puiser de l'eau et de l'électricité dans le bâtiment en échange de quelques heures de bénévolat le dimanche, quand seul le gardien et l'agent d'entretien étaient présents. En journée, je prenais ma douche chez un ami ou à la salle de sport, car la cellule campeur n'avait qu'un WC chimique, et je ne voulais pas le remplir trop souvent, le vider est une corvée infecte. Pour le chauffage l'hiver, j'utilisais un petit radiateur électrique. L'été était horrible sans climatisation, donc j'ai fini par acheter un climatiseur portatif d'occasion. J'ai accumulé beaucoup d'heures sup et appris de nouvelles compétences au contact de mes collègues. Puis, vers la moitié de l'année, j'ai obtenu un poste de superviseur, avec un meilleur salaire. J'ai alors voulu acheter une maison pour ne plus jamais être pris de court si je perdais mon emploi. Je voulais quelque chose de plus stable. J'ai cherché près de mon travail et j'ai trouvé, à environ 3 km, une maison préfabriquée de 3 chambres, sur un petit terrain. J'ai réussi à l'avoir pour 10 000 $ de moins que le prix demandé. J'ai utilisé presque toutes mes économies pour l'apport initial et j'ai décroché un prêt immobilier. J'étais enfin libéré du campeur. J'avais un espace suffisant pour reculer le pick-up dans le jardin et y laisser la cellule. Je l'ai déposé là, au cas où je voudrais m'en servir plus tard. Une fois installé, j'ai naïvement fanfaronné sur Facebook. Ma famille l'a vu, et c'est là que tout a vraiment commencé. Au bout de quelques semaines, mes parents, mon frère et sa femme se sont pointés sans prévenir, pour visiter. Je ne leur avais jamais donné mon adresse, donc je ne sais pas comment ils l'ont obtenue, peut-être en me suivant en voiture depuis mon travail. Ils se sont introduits chez moi comme des touristes surexcités, s'installant comme chez eux. BS arborait un sourire effrayant et m'observait, et je n'ai compris pourquoi que plus tard. Je bouillonnais. Mes parents clamaient que j'avais trop de place pour moi tout seul, sans femme ni enfant. Mon frère faisait remarquer que c'était plus spacieux que chez nos parents, et plus proche de son travail. Tous les signaux d'alarme étaient au rouge. Finalement, il m'a demandé de lui parler en privé. Les autres sont sortis sur le perron, et c'est là que j'ai compris qu'ils avaient un plan. Mon frère, appelons-le Dan, a alors dit que la maison était trop grande pour moi seul et qu'il fallait que je le laisse emménager avec sa famille, surtout que sa femme est de nouveau enceinte du 4e et que c'est plus proche de son boulot. Il a ajouté que j'avais déjà le campeur et que je pourrais donc habiter dehors pendant qu'il occuperait l'intérieur. Je précise que Dan n'a jamais évoqué un quelconque loyer. Il a un bon emploi, pourtant. Il a aussi parlé de changement et même de couvre-feu, en insinuant que je ne pourrais pas rentrer comme je l'entendais. J'ai eu l'impression que mon frère était devenu fou. Mais c'était le fruit de la mentalité de mes parents qui l'ont toujours placé sur un piédestal. Je n'ai pas pu en placer une. Dan me coupait la parole et parlait comme si c'était déjà décidé. J'ai pris mon téléphone et fait mine d'enregistrer, le tenant bien en évidence. Il ne s'est même pas soucié du fait que je filmais, il continuait ses grands gestes et ses justifications. Puis il a tendu la main pour sceller l'accord. À ce moment, j'ai sorti les crocs et j'ai hurlé « hors de question », si fort qu'il a titubé. Je n'ai quasiment jamais élevé la voix de la sorte devant lui, car d'habitude, j'en prenais plein la figure de la part de mes parents. Mais ici, c'est chez moi, et il n'y a pas de raison que je me laisse faire. Je me suis levé et j'ai déclaré que ma maison n'était pas à donner, qu'agir comme s'il me l'arrachait de force ne ferait pas de lui un propriétaire. Je l'ai acheté pour moi. Ce n'est pas ma faute s'il fait des enfants à la chaîne, au point de devoir rester chez nos parents. Dan s'est approché de moi, comme pour me défier, et a dit que je ne méritais pas la maison, qu'il lui fallait un endroit pour sa famille. J'ai éclaté de rire, en lui répondant que c'était n'importe quoi, que j'avais travaillé dur pour avoir cette maison, donc si, je la méritais. Dan a commencé à crier qu'ayant femme et enfant, il fallait me sacrifier et le laisser s'installer. Je lui ai rétorqué que je ne lui donnerais rien. Et d'ailleurs, il ne me proposait même pas de loyer. Autrement dit, je paierais le prêt pendant qu'il vivrait gratuitement chez moi? Dan a répondu qu'il n'avait pas à payer puisqu'il avait la priorité en tant que père, et que nos parents lui avaient promis qu'il réussirait à me convaincre que je leur obéirais.
Je lui ai hurlé dessus que mes parents ne pouvaient rien offrir de chez moi, qu'ils n'avaient aucun droit ou pouvoir pour ça. C'est alors, sans surprise, que mes parents et BS sont revenus et m'ont encerclé pour me forcer la main, martelant sans cesse les mots « fais-le pour Dan ». Je leur ai ordonné de sortir immédiatement, ou j'appelais la police. BS hurlait que j'étais immonde, qu'elle était enceinte, que je n'avais pas le droit de lui faire ça. Je lui ai répondu qu'elle me rendait la vie impossible depuis des années et que je n'avais aucune obligation envers elle ou ses enfants, qu'elle ne vivrait pas sous mon toit. Elle s'est jetée sur moi, m'a donné un coup au visage et a tenté de recommencer, mais mon frère l'a retenue. Elle hurlait qu'elle voulait m'arracher les yeux. Tout était filmé sur mon téléphone. Je l'ai brandi en annonçant que j'allais appeler les flics si ça continuait. Mes parents m'ont crié qu'ils partaient. Ma mère m'a dit que j'avais 1 semaine pour changer d'avis. Je lui ai rétorqué que ce serait non, et qu'elle ne remette jamais les pieds ici. Puis j'ai lancé à BS que j'avais tout filmé et que si elle retentait quelque chose, je porterais plainte pour agression. Elle m'a insulté, puis s'est enfuie en sanglotant. Ma mère a fermé la marche, me lançant encore, « Tu ferais mieux de le faire pour Dan et BS ». Et j'ai crié que non. Comme je l'ai dit, c'est certes énorme et je comprends qu'on puisse douter. Il existe des histoires similaires ailleurs, je sais. Mais ce n'est pas parce que certains ont vécu des situations semblables qu'ils détiennent le monopole de telles mésaventures. Je ne blâme personne de crier au mensonge. Quoi qu'il en soit, voyons la suite. Dans mon histoire, mes parents ont joué le rôle des grands méchants, favorisant mon frère sans raison. Parfois, certains ne peuvent même pas expliquer pourquoi ils choisissent de faire du favoritisme. C'est ancré en eux. Quand j'ai chassé mes parents, mon frère et ma BS après leur tentative de me forcer à leur céder la maison, j'ai immédiatement posté toute l'histoire sur les réseaux pour devancer leurs mensonges habituels. Et ça a marché. Les gens de la famille ont vite tout appris, et ce avant que mes parents n'aient le temps de me dépeindre en monstre. J'avais aussi la vidéo pour preuve. Une bonne partie de la famille s'est donc rangée de mon côté. Mes parents, mon frère et BS n'ont presque pas trouvé de soutien. Même les quelques sbires, Flying Monkey, qu'ils avaient sont restés discrets. La plupart de la famille savait à quel point ils étaient égoïstes et ne fut donc pas surprise. Une personne, que je ne connaissais pas, m'a quand même appelé pour me dire que j'étais un horrible frère et que je devais laisser la place à un vrai père de famille. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Fin de l'histoire avec lui. La semaine promise par mes parents est passée, et effectivement, ils sont arrivés chez moi avec Dan. Ils ont sonné et tambouriné à la porte, jusqu'à ce que j'ouvre. Ils ont essayé de forcer le passage, mais j'avais installé des chaînes de sécurité et bloqué la porte avec mon corps. Mon père et Dan ont exigé que je les laisse entrer. J'ai répondu que je filmais tout et que j'appellerais les flics s'ils insistaient. Ma mère les a calmés, puis a pris son air le plus mielleux pour me demander si j'étais prêt à laisser Dan s'installer. Je leur ai dit d'aller se faire voir et de ne jamais revenir. Elle a alors fondu en larmes, me demandant pourquoi je ne pouvais pas simplement faire ça pour Dan, mon frère bien-aimé. J'ai explosé de rire et répondu que je ne l'aimais pas, qu'il m'avait fait trop de mal pendant trop d'années et qu'il l'avait encouragé. Ils sont d'horribles parents, et il est un horrible frère. Je leur ai ordonné de partir ou j'appelais les flics. Ma mère a renchéri, « Tu as 1 semaine pour nous écouter ». Je lui ai dit que non, qu'elle dégage. Je pensais l'affaire close, mais j'aurais dû me méfier. Quand je suis rentré un vendredi soir, j'ai trouvé un camion de déménagement et le monospace de mon frère garé dans mon allée. Ils déchargeaient leurs affaires. Dan m'a salué avec un sourire suffisant. J'étais furieux. Je leur ai crié d'arrêter, mais BS a riposté en disant que, qu'on le veuille ou non, il s'installait. Et elle a sorti son numéro. C'est ok parce que ta maman a dit que oui. Elle a pris un ton faussement gentil, penché la tête, pincé les lèvres. C'était tellement absurde et arrogant. J'étais furieux. Je me suis enfermé dans mon pick-up pour appeler la police. BS s'est mise à taper sur la vitre et à me menacer de rayer mon véhicule si je ne raccrochais pas. L'opératrice du 911 a tout entendu par la fenêtre entr'ouverte. Je lui ai répondu que si elle touchait à mon pick-up, je la poursuivrais en justice, ce qui l'a fait reculer. Les policiers sont arrivés, et Dan et BS se sont enfermés dans ma maison avec leurs gosses. J'ai raconté la situation, montré ma carte d'identité avec cette adresse, puis on est allé à la porte. Ils avaient changé la serrure et laissé l'ancienne sur le perron, percée en son centre, avec une perceuse encore posée là, on aurait dit un kit premier prix. J'ai montré la serrure fracassée, la perceuse et expliqué ce qui se passait. Mes parents sont arrivés, sans doute appelés par Dan, et ils ont affirmé aux policiers que j'avais accepté de louer la maison à Dan. J'ai dit que c'était un mensonge facilement prouvable. À ce moment-là, Dan et BS sont ressortis, brandissant de faux documents de location, où ma prétendue signature était fausse. Elle ne me ressemblait même pas, j'ai ricané, en disant aux flics qu'on verrait aisément la supercherie,
et que Dan perdrait son boulot s'il finissait en prison pour falsification de documents. J'ai enchaîné en expliquant aux flics et à mes parents que je portais plainte pour cambriolage si ça n'arrêtait pas. Ils avaient fracturé ma serrure et dégainé de faux papiers, plus la vidéo où BS m'attaque. Si je voulais, je pouvais détruire leur vie. Dan a blêmi. Ma mère a repris en criant que je devais faire ça pour Dan, et je lui ai répondu que s'il pensait que c'était si génial de céder sa maison, elle n'avait qu'à le faire pour Dan elle-même. BS s'est remise en crise de larmes et a balancé des feuilles déchirées dans les airs comme des confettis, avant de se faire réprimander par un policier qui l'a forcé à ramasser. Les deux agents avaient l'air dépités. Dan a commencé à dire à ses enfants de tout remballer et les gosses pleuraient. L'aîné hurlait qu'il n'aurait pas sa chambre à lui. BS et Dan ont fait leur numéro de famille en détresse, tous groupés, les enfants qui pleurent, BS qui se tient le ventre enceinte, etc. Dan m'a même lancé « T'es content de toi, là ? Tu nous vires de chez toi parce que t'es trop égoïste pour partager ?» J'ai ri comme un fou, lui répliquant qu'il n'y avait rien à partager mais tout à prendre, et que ça ne marcherait pas. J'ai ajouté qu'aucune scène de larmes ne me ferait changer d'avis, qu'il n'était plus mon frère dans mon cœur, qu'il était juste un idiot prétentieux pensant me voler comme s'il avait encore 10 ans. Dan m'a insulté d'une flopée de noms et d'obscénités. Les policiers l'ont averti de se calmer ou il le mettrait en garde à vue. Il s'est alors tu et a regardé ailleurs, la rage aux tripes. J'ai demandé aux policiers de rester jusqu'à ce que tout le monde soit reparti. Ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas l'intention de partir tant que ce ne serait pas réglé. Peu après, 2 autres policiers sont arrivés, ce qui a définitivement calmé les ardeurs. Mes parents ont réalisé qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de faire demi-tour. Ma mère m'a supplié à nouveau d'héberger Dan, j'ai refusé. Puis elle a proposé que je retourne vivre chez eux pour que Dan me loue la maison, tout ça pour que je n'ai pas à partager l'espace. J'ai rétorqué que je ne voulais pas vivre avec eux, et que Dan se débrouille. BS a hurlé et jeté un carton par terre, pleurant qu'elle allait retourner vivre chez mes parents, dans une maison déjà trop petite, etc. Finalement, tout le monde est parti, la queue entre les jambes, en sanglotant. Une fois le camion chargé, j'ai vérifié rapidement qu'il n'avait rien volé, je n'avais heureusement pas encore acheté grand-chose comme meuble. Ma mère, mon père et Dan se tenaient là, effondrés, et BS faisait une crise sur la pelouse. Ça m'a rappelé mon enfance, sauf que cette fois-ci, c'était chez moi, avec la police. Je me suis lâché, racontant à mes parents tout ce que j'avais enduré depuis l'enfance, sous les yeux des policiers. Ils étaient gênés. Je leur ai demandé pourquoi j'avais mérité un tel traitement, pourquoi j'aurais dû donner ma maison à Dan, alors que j'avais dû mendier juste pour dormir dans leur jardin quelques mois plus tôt et qu'ils m'avaient ri au nez. Je leur ai rappelé qu'ils m'avaient harcelé à propos de mon campeur, traité de « bum » et qu'aujourd'hui, c'est Dan qui veut squatter chez moi gratuitement. Les policiers lançaient des regards accusateurs à mes parents, qui n'ont su quoi répondre. J'ai continué. Qu'est-ce qui fait de vous de si bons parents, hein? Vous saviez que Dan était votre chouchou et moi le paillasson. Vous n'avez rien fait pour m'aider quand j'étais sans abri. Vous me dégoûtez. Mon père rougissait de honte et ma mère pleurait en silence. J'ai insisté pour leur faire comprendre que si un jour Dan avait besoin d'un don d'organe, je ne lèverais pas le petit doigt. Qu'ils aillent en enfer. Les policiers en ont entendu suffisamment et les ont pressés de quitter les lieux, avant qu'ils ne commettent encore une bêtise. J'ai raconté ensuite tout cela sur les réseaux sociaux. Cette fois, mes parents n'ont pas essayé de se défendre, trop humiliés. La famille, de son côté, a majoritairement pris ma défense, même certains qui auparavant se taisaient. Les rares soutiens de mes parents et de Dan se sont volatilisés. Depuis, la situation est restée calme. J'ai proposé à certains membres de la famille de venir fêter le réveillon de Noël chez moi. Mes parents n'étaient évidemment pas invités. Je ne les ai pas bloqués sur Internet, et j'ai vu que BS a donné naissance à son 4e enfant début novembre. Ils vivent toujours chez mes parents. Je suis sûr que ça rend mon père et ma mère fous de se retrouver ainsi dans leur maison des années 60 avec 4 gosses, une BS insupportable et un Dan en pleine déprime. Peut-être qu'ils peuvent s'acheter un campeur et aller dans leur propre jardin pour laisser la maison à Dan, hein? Ils pourraient le faire, eux, pour Dan. Je voulais en poster plus, mais ça devenait vraiment trop long, alors je publierai une 3e partie plus tard. J'ai essayé de limiter à 2 posts, mais la 2e partie devenait interminable. Donc j'ai fait un 3e post. Pour ceux qui m'ont conseillé à plusieurs reprises d'installer des caméras de sécurité, c'est prévu. Je suis encore en convalescence financière après l'achat de ma maison, et un bon système de caméra peut coûter assez cher, sans oublier qu'il faut parfois un ordinateur costaud pour le stockage vidéo. J'ai au moins l'intention d'acheter un Judas Sonnet avec caméra en priorité. Pour ceux qui ont demandé pourquoi je n'ai pas fait arrêter mon frère et ma BS tout de suite, c'est parce qu'ils ont des enfants. Sans le revenu de Dan, ces enfants souffriraient, et BS venait d'accoucher. Mettre leurs 2 parents derrière les barreaux n'est pas forcément la meilleure solution.
Mais la police avait suffisamment d'éléments pour intervenir. Et puis, la vengeance peut prendre d'autres formes. Je n'avais pas besoin de les envoyer en prison pour qu'ils comprennent. Quant à mon actualité, depuis que j'ai emménagé, mes parents et Dan n'ont pas fait d'autres tentatives pour squatter mon logement, sauf un épisode que j'ai déjà narré où ils voulaient que je co-signe un bail ou que je leur prête de l'argent. Mais attendez, je vous raconte Noël dernier. J'avais invité la moitié de la famille pour le réveillon. Beaucoup ont fait le trajet de 3 à 4 heures pour me rejoindre, pour me soutenir, me féliciter pour l'achat de la maison, etc. J'ai eu droit à des excuses pour tout ce que j'avais dû endurer. On m'a demandé pourquoi je n'avais pas fait mes valises pour retourner vivre chez des proches à 3 heures d'ici, plutôt que de camper. J'ai avoué que j'étais trop attaché à la région et que les perspectives d'emploi restaient meilleures ici. Ils l'ont compris. C'était la meilleure soirée de fête que j'avais eue depuis longtemps. Certains ont apporté des CD de Noël, dont un de Ray Charles, mon préféré. Vraiment festif. Évidemment, au bout de 2 heures de soirée, qui se pointe? Mes parents, mon frère et BS. Sans frapper, ils entrent comme si de rien n'était. J'ai coupé la musique et l'heure est dit de partir. Un de mes oncles, le frère de ma mère, s'est levé en leur hurlant qu'il ne méritait pas de poser un pied ici après m'avoir fait tant de mal. Plusieurs autres parents l'ont soutenu. Mes grands-parents maternels, pourtant âgés, se sont interposés et ont dit à mes parents qu'il était bien trop tôt pour se réconcilier et qu'ils n'avaient jamais été aussi déçus d'eux. Leur favoritisme était désormais exposé et ils ne pouvaient plus tromper personne. Ils leur ont dit qu'ils devaient vraiment changer s'ils voulaient un jour rétablir un lien familial avec moi. BS, elle, s'est lancée dans un laïus ridicule comme quoi elle méritait d'habiter chez moi, qu'elle avait des enfants, que c'était injuste que je dispose de toute cette place alors que je suis seul. J'ai répliqué qu'elle n'était de toute façon pas une bonne mère, vu que c'est ma propre mère qui s'occupe principalement des enfants pendant qu'elle s'alcoolise, joue sur son téléphone ou dilapide l'argent de Dan. J'ai même plaisanté que je m'étonnais que son nouveau-né ne soit pas déjà ivre à force de téter le lait d'une mère qui picole autant. Ça a fait un petit choc, mais j'étais à bout. BS s'est vexé, demandant si je l'accusais d'être une mauvaise mère. J'ai répondu que tout montrait qu'elle ne faisait pas grand-chose pour ses enfants, et que si elle voulait se payer un logement pour elle et Dan, elle devait bosser. Ma mère faisait déjà la nounou, donc elle aurait amplement le temps de travailler une fois le bébé un peu plus grand. Le fils aîné de Dan, 7 ans, s'est mis à me frapper en hurlant que j'étais méchant avec sa maman. Dan l'a écarté, et les autres adultes sont intervenus. Ça s'est transformé en espèce d'intervention collective contre BS et mon frère. BS était en larmes avec le bébé, les autres enfants pleuraient, et Dan n'était pas loin de s'effondrer. Il a fini par s'asseoir, incapable de me regarder en face. Devant toute la famille, il ne pouvait pas rejouer les tyrans comme avant. Personne n'allait tolérer ça. Mes parents, mon frère et BS sont repartis, et la fête a repris. On a évité de reparler de ça pour le reste de la soirée, et tout le monde est resté à dormir. Certains ont même dormi dans mon campeur. Oui, j'avais passé 2 ans dans cette cellule, et c'était drôle de voir la curiosité des gens. Plus tard, j'ai vu que BS avait cessé ses publications passives-agressives sur les réseaux, celles où elle se plaignait en boucle de l'exiguïté chez mes parents. Au début de l'année, elle en a posté une nouvelle disant qu'elle voulait que mes parents achètent un campeur, qu'ils s'installent dedans pour lui laisser la maison. Encore une fois, ils ont refusé. Ils ne vont pas se sacrifier à ce point. Elle a supprimé ce post après 2 jours. Elle n'écrit presque plus rien. Elle doit avoir compris que ça ne sert plus à rien de pleurnicher si personne ne la lit. Dan n'est pas prêt de pouvoir déménager vu ses finances. S'il y a un 5e enfant qui arrive, je ne serai même pas surpris. Pour moi, tout est plus ou moins revenu au calme. J'ai même invité des potes à jouer au poker, même si je suis nul. On boit de la bière, on mange des cochonneries, on rigole. C'est sympa. On se fait livrer des Whoppers et on s'éclate comme 4 idiots. Peut-être qu'en été, je me lancerai dans le dating. Je ne rajeunis pas. On verra bien. Ma cellule campeur reste dans mon jardin. Parfois, je m'y pose, nostalgique. J'ai survécu 2 ans là-dedans. Je me dis que peut-être je m'en servirai pour faire du vrai camping un jour. Mes parents trouvaient ça idiot, mais après tout, je n'ai jamais essayé. Depuis, plus de nouvelles notables. Mes parents, mon frère et BS font comme si je n'existais plus. Très bien. Ils reviendront sûrement un jour me harceler. Mais pour l'instant, c'est le calme plat. S'il se passe un gros truc, je ferai un nouveau post, si mon compte est encore actif. Ceci ne surprendra peut-être pas ceux qui ont suggéré qu'un jour, mes parents voudraient mon argent ou ma signature. Oui, ils ont tenté quelque chose qui tourne autour de ça, mais de manière plus subtile. Ils cherchaient surtout à me tirer des larmes et de la pitié. Ils m'ont contacté sur les réseaux pour un rendez-vous dans un lieu public de mon choix. Ça sentait le piège, mais je n'avais plus peur. J'ai choisi un restaurant Olive Garden.
Et on s'est retrouvés là-bas. Dan était avec eux, mais il est resté quasiment silencieux. Les salutations ont été gênées, on a commandé à boire, puis ils ont rapidement expliqué vouloir que j'aide Dan à louer un appartement. Son crédit n'est pas fameux, étonnant, vu les dépenses de BS. Il voulait que je finance ou que je co-signais le bail, en payant une partie du loyer. J'ai dit non, 2 fois. Dan s'est mis à crier que j'avais les moyens, que je n'avais pas de famille à nourrir, et que je devais l'aider, parce qu'il a des enfants et pas moi. J'ai explosé de rire, lui demandant où ils étaient, eux, quand j'avais eu besoin d'aide. Ah oui, il s'était moqué de moi qui dormais dans un campeur. J'ai rappelé à Dan que je n'étais pas riche. Je lui ai fait un petit cours de maths, je gagne moins que lui, et environ 70% de mes revenus passent dans mes factures, prêts immobiliers, assurance, bouffe, essence, etc. Il me reste 30% pour épargner. Et j'en ai besoin pour les imprévus, réparations, maladies, impôts, etc. Impossible de me permettre de financer un appartement pour eux ou de co-signer, car j'en paierais les pots cassés s'ils ne payaient pas le loyer. J'ai demandé à Dan pourquoi nos parents ne co-signaient pas pour lui. Il a détourné le regard. Ma mère a commencé à pleurer et à me supplier, mais je n'ai pas cédé. J'ai vu que mon père restait silencieux et regardait dans le vide. Finalement, Dan s'est levé et a dit que c'était une perte de temps, qu'il partait. Ma mère s'est excusée pour lui, j'ai simplement hoché la tête. Comme geste de politesse, je leur ai proposé la soupe salade à volonté, histoire de ne pas partir brouillés, et ils sont restés manger avant de s'en aller. Mon père et Dan sont restés en retrait. J'ai appris après que Dan s'était montré très amer, clamant que j'avais tout, alors que lui n'avait rien. Mais personne ne l'a forcé à faire autant d'enfants. Bref, plus tard, mes parents m'ont refait le coup du « Pourquoi ne pas loger Dan dans tes 2 chambres libres ?» et j'ai répondu que je les louais déjà à 2 amis. Ce qui a provoqué un nouveau drame, BS trouvant scandaleux que je préfère louer à des étrangers plutôt qu'à Dan. Ma mère a encore chialé, mais je lui ai rappelé que Dan et BS avaient tenté de cambrioler ma maison, et que de toute façon, 3 chambres pour 6 personnes, Dan, BS et 4 enfants, ça n'avait aucun sens. Et je refuse catégoriquement de cohabiter avec eux. Heureusement, après quelques larmes, elle a lâché prise. Aujourd'hui, je laisse tranquille mes parents et Dan, qui continuent de vivre leur vie de leur côté. J'ignore comment ça va évoluer. La seule chose que je puisse dire, BS est bien plus toxique qu'on ne le pensait, car il s'avère que le 4e enfant n'est même pas celui de Dan. Elle a eu une liaison. Finalement, Dan a obtenu le divorce, assez favorablement, et BS est parti vivre chez ses propres parents. J'en parlerai dans la suite. Entre-temps, j'ai installé quelques caméras, notamment une sonnette connectée. Personne n'a tenté de s'introduire chez moi. Je pense qu'ils ont vraiment peur maintenant. J'ai commencé à louer 2 chambres, une à un ami proche, l'autre à un ami de cet ami. Tous 2 sont calmes et indépendants, ils ont même leur petit frigo dans la chambre. Le prix du loyer me permet de bien arrondir mes fins de mois. Quand BS a su que je louais ses chambres, elle est devenue folle. Elle a harcelé Dan et mes parents en hurlant que j'aurais dû héberger sa famille, pas des inconnus. Mais évidemment, hors de question. Ça a mené à une embrouille où ma mère est venue pleurer chez moi, demandant pourquoi je ne faisais pas ça pour Dan. Je lui ai calmement expliqué que Dan avait tenté de voler la maison, qu'il n'avait aucun respect, etc. Et de toute façon, ils sont trop nombreux et insupportables. BS et moi, c'est impossible. Je ne veux pas devenir fou à cause d'elle. Mes parents ont fini par lâcher. Ils ne remettent quasiment plus la question sur le tapis. De toute manière, leur propre maison est déjà un enfer avec BS et Dan. Et puis, un nouveau problème est survenu. Dan a découvert que BS l'avait trompé et que le petit dernier n'était pas de lui. Une histoire édifiante. Les détails m'ont été rapportés par Dan et mes parents. On suspectait déjà BS de le manipuler. Sans moi comme bouc émissaire ou banquier, elle s'en est prise à Dan et mes parents. Son vrai visage a fini par apparaître. Les masques sont tombés. Dan a eu la présence d'esprit de faire un test ADN sur tous ses enfants. Les 3 premiers sont bien de lui, mais le dernier, non. BS a tout nié puis fait sa comédie, mais Dan avait accumulé d'autres preuves. Relevés téléphoniques, SMS, traces bancaires, etc. Il a même identifié l'amant, un quadragénaire aux cheveux clairs et bouclés. Le bébé avait justement les cheveux clairs et frisés, ce qui n'est le cas d'aucun de nous. Devant mes parents, Dan a tout exposé et BS est devenu hystérique. Mes parents ont réagi en la chassant immédiatement de la maison, ce qui l'a rendue violente. Elle a griffé Dan, mon père, et même blessé son fils aîné qui voulait la séparer. La police a dû intervenir, et elle a été arrêtée. Ses parents ont payé sa caution. Ils sont venus récupérer ses affaires, sa voiture et le bébé quelques jours après. BS, libéré sous caution, est venu frapper à ma porte, m'accusant de détruire sa vie via mes publications sur Internet,
disant que les mères de famille sont sacrées, que je n'aurais jamais dû refuser de lui céder ma maison, qu'elle en avait besoin pour sa famille, que sans moi, tout serait encore parfait pour elle. Elle m'a poussé, a tenté de m'empêcher de parler en posant sa main devant ma bouche. Là, je l'ai menacé de prévenir la police. Tout est filmé par ma sonnette vidéo. Je l'ai insultée, lui ai dit qu'elle était elle-même la seule responsable, qu'elle était une paresseuse narcissique, mauvaise mère et épouse infidèle, dépensant l'argent de Dan jusqu'à le mettre dans le rouge, etc. Qu'elle me traite des égoïstes, alors que c'est elle qui l'est. Elle s'est enfuie. J'ai fait un signalement à la police pour harcèlement et agression, en ajoutant la vidéo à mon dossier, et j'ai obtenu une injonction d'éloignement, restraining order, contre elle. Elle ne peut désormais plus m'approcher ni me contacter, excepté via un avocat, et encore, elle n'a pas les moyens. Elle a poursuivi sa relation avec son amant, du moins un temps, mais ça n'a pas duré. Ce type a tout compris du pétrin financier qu'elle représentait et a fini par rompre. Dan a entamé au plus vite la procédure de divorce. Dans notre état, la faute compte. Elle ne pouvait donc pas obtenir de pension, surtout après l'avoir agressé physiquement et trahi. Dan a aussi fait enlever son nom de l'acte de naissance du bébé, et cela a été validé par la justice, le test ADN confirmant que l'autre homme était le père. L'amant s'est retrouvé contraint de payer pour cet enfant. Dan, lui, a dû assumer les dettes de carte de crédit accumulées par sa femme. Il a pris 3/4 de la dette dans l'accord final, mais il est au moins libéré de cette union toxique. Depuis, Dan a sombré dans l'alcool quelque temps. Une nuit, il est venu avec une bouteille de whisky et son visage encore égratigné, me racontant toute son histoire. C'était la première fois que nous avions une vraie discussion fraternelle depuis 15 ans. Je ne lui ai pas pardonné ses actions passées, mais je ne l'ai pas mis dehors. Je l'ai laissé dormir dans mon campeur, garé dans mon jardin. Il a suffisamment bu pour risquer un accident, et je ne voulais pas appeler mes parents ou laisser ses enfants le voir dans cet état. Il s'est donc effondré dans la cellule campeur, comme un ado en fugue. Le lendemain, je suis allé bosser et je lui ai laissé de quoi se nourrir et se soigner, ibuprofène et eau. Il est parti vers 13h30. Un mois plus tard, il m'a demandé s'il pouvait me louer le campeur, le temps de laisser sa chambre à son fils aîné, 8 ans, parce que les 3 enfants se partageaient une seule chambre. Le garçon dormait sur le canapé, etc. Dan ne peut pas se permettre un déménagement avant un bon moment, vu ses dettes. J'ai accepté, surtout pour mes neveux et nièces. Depuis, Dan vit dans ce campeur, dans le jardin de nos parents, sur un raccordement électrique séparé. Il m'a promis de l'entretenir, de le réparer si besoin. J'ai pris des photos, datées, de l'état du campeur pour avoir des preuves au cas où. Ça me rend un peu triste d'avoir confié ce campeur, car il a été mon refuge pendant 2 ans. Mais je préfère que ça serve à quelque chose de bien. Les enfants sont heureux d'avoir plus d'espace dans la maison de mes parents. Quant à moi, être l'oncle cool me convient. Les gosses me voient davantage comme un héros depuis que leur mère est partie, bizarrement. Ils n'ont plus la BS pour les monter contre moi et ils sont devenus bien plus sages. J'ai fini par les garder quelques fois, et ça s'est bien passé. Pour conclure, BS a perdu son procès en divorce, n'a pas de pension, voit ses enfants un week-end sur 2, et encore, elle n'en profite pas souvent, a un casier pour violence, n'a plus d'accès au compte de Dan, a rompu avec son amant et vit chez ses parents, forcée de bosser pour leur entreprise familiale. Elle n'est plus mon problème. Mes parents et Dan ont entamé une thérapie, vont à l'église, s'efforcent de reconnaître leurs torts. Ce n'est pas miraculeux, mais c'est un pas dans la bonne direction. Récemment, on m'a informé que BS s'est plainte que je raconte tout ça sur Reddit et qu'elle exigerait que je supprime mon compte. Sauf qu'elle ne peut pas le faire directement, à cause de l'ordonnance restrictive. Dan s'en moque, il dit que ça lui rappelle juste qu'il a été un abruti, et qu'il ne veut pas revenir en arrière. Mes parents, pareil. Ils ont compris que c'est un exutoire pour moi, et ça ne leur fait plus peur. S'ils veulent un jour vraiment refaire la paix, ils doivent assumer. Le 1er du mois, en pleine nuit, vers 3 heures du matin, quelqu'un a aspergé mon vieux pick-up avec une douzaine d'œufs. Les caméras de surveillance montrent une personne emmitouflée, le visage caché, petite et de corpulence moyenne, ce qui pourrait correspondre à BS, mais impossible d'être sûr. Elle est venue à pied, sans voiture repérable. Elle a lancé les œufs puis est repartie en courant. Le lendemain, j'ai découvert l'état du pick-up et je l'ai lavé au pressing auto pour 15 $, plus un petit nettoyage à la main pour les recoins. J'ai déposé une plainte, fourni la vidéo à la police, mais il n'y a pas grand-chose à faire, car les dégâts sont minimes. Les flics pensent à un ado qui fait une blague. J'ai imprimé des photos pour prévenir le voisinage, mais tout le monde me dit que j'arrive trop tard, les enregistrements de leurs caméras sont déjà effacés. Donc, affaire classée. Peut-être que c'était BS, peut-être pas. Elle a tout de même été intelligente, en ne rayant pas la carrosserie ni crevant les pneus, donc pas d'implication de mon assurance, et pas de gros délit. On verra si ça se reproduit. Pour l'instant,
c'est redevenu le calme plat, et je continue ma vie tranquillement.